OK, attention. Bonjour et bienvenue aux grandes entrevues du service de soutien à l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Micheline Dumont, professeure émérite au département d'Histoire et Sciences politiques de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Madame Dumont partagera avec nous le fruit de ses réflexions sur l'enseignement universitaire. Madame Dumont est historienne, écrivaine, spécialiste de l'histoire des femmes et membre de la Société royale du Canada, qui lui a d'ailleurs décerné l'an passé le prix pour l'étude du genre, qui souligne la contribution importante à la compréhension des questions liées aux différences sexuelles. Madame Dumont a enseigné à l'Université de Sherbrooke de 1970 à 1999, soit pendant 29 ans, et elle enseigne maintenant à l'Université du troisième âge depuis 1999, depuis le moment où elle a pris sa retraite. Il est impossible d'énumérer toutes les publications de Madame Dumont. Je voudrais quand même mentionner la toute dernière, qui a été faite en collaboration avec Louise Toupin, La pensée féministe au Québec, anthologie 1900 à 1985. Pour le reste des publications de Madame Dumont, je vous invite à consulter sa page web sur le site du département, page web toute personnelle et très intéressante à regarder, puisque, comme elle le dit elle-même, elle a écrit un nombre assez extravagant d'articles, alors au plaisir de consulter ça. Madame Dumont, vous avez enseigné pendant près de 30 ans à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que votre façon de concevoir l'enseignement et l'apprentissage ont évolué au fil de cette carrière? Oui, il a évolué beaucoup, en fait, et je dirais que durant ma première année d'enseignement, j'ai eu comme un chemin de Damas. Parce que quand on arrive à l'université, on a une idée, en tout cas moi, j'avais une idée extrêmement simpliste de l'enseignement. L'enseignement, ça consistait à parler, puis éventuellement à corriger les examens ou les travaux que tu donnes à tes étudiants. J'avais un modèle qui était M. Guy Frégault, avec qui j'avais eu la chance d'étudier quand j'étais à l'Université de Montréal. Et pour moi, M. Guy Frégault, c'était le professeur d'université. Il parlait avec clarté, ce qu'il disait était intéressant, il maîtrisait complètement son sujet, les cours étaient structurés, de sorte que je m'étais dit, je vais faire comme Guy Frégault. Mais je suis arrivée à l'université comme professeur de didactique. Didactique, c'est-à-dire didactique de l'histoire, comment enseigner l'histoire. Je dois dire ici, je le confesse avec du retard, que c'était un bluff absolu, parce que je n'avais absolument aucune préparation pour enseigner ce cours-là. Je n'avais donné que des cours d'histoire, je n'avais jamais suivi un cours de pédagogie de ma vie, mais j'ai foncé. Et puis, très rapidement, j'ai eu à rencontrer d'autres collègues du programme de formation des maîtres, parce qu'on avait la direction générale de la formation des maîtres à ce moment-là. Et les interventions d'une collègue qui s'appelle Paul Charbonneau et qui a malheureusement quitté l'université, elle donnait un cours qui s'appelait « Pédagogie de l'enseignement ». J'ai été la voir, puis je lui ai dit « Paul, est-ce que tu me donnerais la permission de suivre ton cours? » Parce que je sentais qu'il me manquait des outils. Et puis, elle m'a dit oui, à la condition que tu fasses les travaux. Alors, je suis donc, je n'ai pas payé mon inscription, là, je m'en accuse publiquement, mais j'ai suivi le cours. Et puis, le cours était extrêmement interactif et c'était absolument le contraire de ce que je m'imaginais qu'était un cours à l'université. Et il se passait tellement de choses durant le cours. Et les devoirs, ce n'était pas des examens, ce n'était pas des travaux qu'elle nous donnait, étaient très, très impliquants. Et je me souviens que durant une des séances de ce cours-là, elle avait formé des groupes et puis on discutait. J'étais avec d'autres étudiants. J'avais l'air d'une étudiante parce que j'étais jeune à ce moment-là. Et puis, alors j'avais dit au groupe qui était avec moi, j'ai dit, moi, quand je commence un cours, j'ai dit, c'est pas très long, je regarde la classe, et puis là, je trouve la personne dans la classe à qui je vais m'adresser, et c'est à cette personne-là, tu sais, qui écoute bien, qui pose des questions, qui a des beaux yeux intelligents, c'est à cette personne-là que je parle. Alors, une étudiante qui était là me dit, « Tu as parfaitement raison.
Je crois que tous les professeurs sont comme toi. Moi, depuis que je suis à l'école, il n'y a personne qui me parle. Là, vraiment, là, ça m'a fait un choc. Puis j'ai réalisé, c'est vrai, si je ne parle qu'à cette personne que j'ai identifiée dans la classe, je ne parle pas aux autres. Et là, mon chemin d'Adamas est arrivé, je faisais mon cours de didactique, puis j'ai décidé qu'il fallait que je fasse en cours un exposé théorique sur l'école active. Puis là, j'ai dit, mais c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Je ne peux pas faire un exposé théorique sur l'école active. Il faut que ce soit actif dans ma classe. Et puis, alors, j'ai donc, à partir de ce moment-là, été en recherche pendant que je donnais mon cours. Le bluff continuait. Et puis là, je me suis commencé à documenter pour, justement, c'est quoi cette chimie qui se produit durant l'enseignement? C'est pas parce qu'on est à l'université que c'est différent, il faut vraiment que ça se produise. Et là, j'ai lu, dès cette première année d'enseignement, plusieurs ouvrages qui ont vraiment été, pour moi, très importants. D'abord, le livre de Rogers, « Apprendre librement ». Le livre de Neal, « Libres enfants de Summerhill ». Le livre de l'équipe de Bloom, « La taxonomie des objectifs pédagogiques », les 3 volumes, et de Magère ou Magère, « Comment formuler des objectifs ». Parce que là, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait savoir qu'est-ce que je visais, qu'est-ce que je voulais. Et une des choses principales que j'ai appris en lisant ces livres-là, c'est qu'il y avait une distinction fondamentale à faire entre les objectifs d'ordre cognitif et les objectifs d'ordre affectif. Et que quand on était professeur de didactique, il y avait une chimie entre les deux, puis on ne pouvait pas dire, là, c'est juste des objectifs cognitifs que l'on vise, c'est juste des objectifs affectifs que l'on vise. Alors, pour moi, vraiment, ça a été extrêmement important, puis je me souviens que, d'abord, j'ai découvert les fameux objectifs cognitifs, là, connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Puis là, je réalisais que la plupart du temps, on ne dépasse jamais le 2e niveau, la compréhension, que c'était rare qu'on allait dans les niveaux plus supérieurs. Et puis, je me posais la question, qu'est-ce que c'est qu'avoir le sens de l'analyse? Qu'est-ce que c'est qu'avoir le sens de la synthèse? Et là, ça m'obligeait à identifier chez mes étudiants, chez mes étudiantes, des comportements que je devais chercher à obtenir pour vérifier s'ils avaient atteint l'objectif que je visais. Puis je me souviens que dans les réunions de département, j'enrageais mes professeurs, parce que parfois, un professeur disait « Ah, un tel ou une telle n'a pas le sens de l'analyse. » Puis là, je lui demandais « À quoi tu le vois qu'il n'a pas le sens de l'analyse? » Puis on me répondait « Mais c'est bien évident. » Et je disais « Mais si c'est évident, dis-moi ce que tu vois. » Puis cette question-là, je me la posais continuellement et vraiment, pour moi, là, ça a été une porte ouverte, de sorte que mon enseignement s'est complètement transformé. Et pour répondre correctement à la question que vous m'avez posée, je dois absolument faire une distinction entre les 3 types de cours que j'ai donnés à l'université. Parce que c'était 3 enseignements différents qui visaient des objectifs différents et que, par conséquent, ça a entraîné de ma part des activités pédagogiques complètement distinctes. Alors, je vais vous donner des exemples des 3 pour comprendre de quelle manière j'ai fonctionné. D'abord, en didactique de l'histoire, qui est cette matière que j'ai enseignée au début et que j'ai enseignée pendant 20 ans. La distinction entre objectif cognitif et affectif, là, pour moi, là, c'était extrêmement éclairant. Parce que dans l'enseignement de l'histoire, on a toujours des objectifs de type affectif qui viennent s'entremêler avec les autres, et puis c'est difficile de clarifier entre les deux. Alors, quand j'ai eu bien fait le ménage dans ma tête sur qu'est-ce qui était affectif et qu'est-ce qui était cognitif, j'ai inventé des situations pédagogiques pour susciter les apprentissages voulus chez mes étudiants.
De sorte que mon cours était un menu. J'avais un menu. Alors, j'avais dans ma boîte, dans ma préparation de cours, des exposés, des discussions, des exercices en classe, des travaux pratiques, des exercices oraux, des tests minutes, des questionnaires d'introspection, des devoirs hebdomadaires. Je donnais des devoirs à la fin du cours. Je disais, et votre devoir pour la semaine prochaine? Ça faisait un peu scolaire, mais en général, les devoirs, ils revenaient la semaine suivante et ils disaient, ton mot juste de devoir, c'était assez difficile, puis ça avait l'air niaiseux quand je le donnais, mais ça... Et très souvent, le matériau du devoir me servait pour repartir la semaine suivante, de sorte que mon cours était une interaction continuelle par rapport aux objectifs que je visais. Cela m'a posé des problèmes pour l'évaluation. Parce que comment tu évalues un cours comme ça? Parce que les apprentissages que je faisais faire, c'était des apprentissages de comportement. C'était très difficile à évaluer. Alors moi, je n'ai jamais donné d'examen final à ce cours-là. Je faisais de ce qu'on appelle de l'évaluation formative. Donc, des exercices, des travaux, je donnais toujours un examen oral. Et ça, pour moi, l'examen oral, c'était vraiment là, un moment clé durant mon cours, parce que les étudiants étaient obligés de lire un livre, celui de leur choix. La seule contrainte, c'était qu'il fallait que ce soit un livre que j'aille déjà lu. Mais je leur fournissais une liste. Puis là, ils venaient sur rendez-vous. Et là, c'était vraiment une rencontre. Ça durait une demi-heure, 3/4 d'heure. Et j'avais préparé mon scénario. Et ça me permettait d'identifier on the spot le concept que l'étudiant ou l'étudiante ne comprenait pas, l'idée générale ou l'information. Et puis, c'était pour moi là, une occasion d'enseignement correctif que je trouvais extrêmement utile. Et je dois dire aussi que, en didactique de l'histoire, il y avait pour moi quelque chose de fondamental qui était spécifique à l'enseignement de l'histoire, qu'on ne trouve pas dans les autres matières. Donc, une réflexion sur le temps historique. Et là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches de ce côté-là et j'ai élaboré, il y avait une grande partie de mon cours de didactique qui était orientée sur la réflexion sur le temps historique, où on réfléchissait sur le recul, la chronologie, l'évocation, le changement, l'évolution, la durée. Et puis, pour moi, là, ça a été vraiment une occasion d'apprendre avec mes étudiants. À partir de 1976, c'est là que j'ai commencé à enseigner l'histoire des femmes, que j'ai enseigné jusqu'à la fin. Et puis, là, évidemment, les objectifs étaient complètement différents. L'histoire des femmes, c'était quelque chose qui semblait ne pas exister. La première année où j'ai donné le cours, j'avais tellement travaillé parce que des travaux de base pour établir le contenu du cours, il n'y en avait pratiquement pas. Alors, d'ailleurs, toutes mes recherches de nature universitaire ont été faites en histoire des femmes. J'ai fait des recherches sur l'histoire de l'éducation des filles, sur le mouvement féministe, sur les revues féminines, sur les communautés religieuses. Donc, j'avais donc toute une série de recherches qui alimentaient mon cours. Alors là, évidemment, l'enseignement, pour moi, là, c'est là que je pouvais jouer à ma petite Guy Frégault. Alors, l'exposé magistral, c'était vraiment... Je savais que je maîtrisais bien ce médium-là. Alors, le plan du cours était très clair. Je le suivais avec rigueur. Je donnais beaucoup d'exemples. Les élèves, les étudiants, les étudiantes adorent les exemples. Et puis, je dois dire que j'étais passionnée. Et la passion, je pense que ça aide à faire passer un message. Dans ce cours-là, j'avais un problème d'évaluation qui était différent. Parce que l'histoire des femmes, surtout que mon auditoire était consacré presque toujours des filles à
Une fois, j'ai donné le cours, il y avait 50, c'était la grosse classe, là, 100 dans la classe, puis j'avais 50 50 Puis ça avait bardé, là, parce qu'il y avait beaucoup de discussions qui avaient eu lieu durant le cours. Mais le cours suscitait énormément de controverses et puis de prises de position. Pour les garçons, il était menaçant. Je passais pour une féministe dure, et puis, etc. Et puis, bon. Alors, je tenais, à chaque fois que je donnais ce cours-là, je plaçais parmi mon évaluation commentaires de vidéos. Puis là, je mettais une liste de vidéos, puis je disais, ça, c'est un livre. Vous devez aller les regarder comme on prend un livre à la bibliothèque. Alors, voici la liste. Et puis, bon, évidemment, vous n'avez pas, les vidéos n'étaient pas tous ici. Alors, j'organisais des visionnements en dehors des heures du cours où les étudiants pouvaient venir. C'était gratuit, etc. Et puis, j'avais donné une méthode pour le faire. Puis ça, c'était pour leur permettre, parce que dans la méthode que je leur avais donnée, il y avait une section qui s'appelait « Impression personnelle ». Les étudiantes ont beaucoup de difficultés à séparer les informations et les impressions. Tu sais, alors, je dis, si je leur donne pas de place pour exprimer leurs impressions, ils vont en mettre partout dans leurs analyses, puis ça va diminuer leurs analyses. Alors, je leur donnais un espace pour laisser couler leurs impressions, et puis j'avais l'impression que ça les aidait à faire des analyses un peu plus rigoureuses. Et à partir de 1984, j'ai hérité à mon département, parce qu'un professeur prenait sa retraite, d'un cours de théorie de l'histoire qui s'appelait « L'histoire aujourd'hui ». Et c'était un cours qui, plusieurs professeurs l'avaient essayé, c'était un cours d'épistémologie. C'était un cours impopulaire. Et puis, les étudiants étaient obligatoires, les étudiants se battaient pour qu'il soit optionnel. Quand il devenait optionnel, les personnes qui choisissaient, le département leur mettait obligatoire. Alors, moi, j'ai dit, vous laissez le cours optionnel. Pour moi, c'est une condition. Mais je vous garantis, les étudiants vont s'y inscrire. Mais là, j'avais tout un défi. Alors, j'avais donc le défi de convaincre les étudiants, les étudiantes, que la théorie, l'épistémologie, c'est important, c'est essentiel à la maîtrise du métier d'historien. Alors, j'ai pris ma formule du cours de didactique et je l'ai adaptée pour le nouvel objet que j'enseignais. Alors, j'ai donc imaginé encore toute une série d'exercices, d'exposés, de travaux pratiques, de discussions pour voir de quelle manière l'histoire était apparue dans le monde occidental et comment elle s'est rendue aujourd'hui, tous les problèmes de méthode qui se sont posés. Et ce cours-là avait pour objectif principal d'éveiller le sens critique des étudiants. Et je dois dire que j'ai vraiment atteint mon objectif. Les étudiants étaient bouleversés. Vraiment, les étudiants étaient bouleversés par les propos que je tenais, par les discussions que j'amenais en classe. Et je me souviens d'un étudiant, c'est une des premières années, j'avais donné un petit travail, puis il m'avait remis son travail qui disait à peu près ceci. Je devais faire un travail sur telle question, mais depuis que je suis votre cours, il m'est impossible de m'intéresser à l'histoire. Je croyais que l'histoire était une science rigoureuse, je croyais que, etc. Mais depuis que je suis vos cours, j'ai appris que l'historien était plus important que l'histoire, que la subjectivité était un élément fondamental de l'histoire. Et puis là, il a quitté le département. J'étais, oui, un effet absolument non prévu, mais j'ai gardé précieusement cette lettre-là. Et puis, à chaque année, quand je sentais que la classe était mêlée, je sortais le travail, puis je le lisais au complet. Puis là, je voyais les étudiants, là, puis ils auraient tous pu signer le fameux travail en question, et puis c'était de ça que j'étais contente, d'aller les chercher dans leur dernier retranchement, là, et puis pas qu'ils soient là.
ils ne pouvaient pas ne pas écouter quand ils venaient dans mon cours. Et puis, c'est de ça que j'étais le plus fière. Puis, je voudrais ici parler d'une formule d'auto-évaluation que j'avais inventée pour ce cours-là, où j'avais des critères: travail personnel, participation, réflexion, apprentissage, introspection. Puis là, je leur donnais les signes à quoi ils pouvaient évaluer ça. Par exemple, pour introspection, comment est-ce que tu mesures ça? Alors, les signes, c'était doute, colère, enthousiasme, remise en question, inquiétude, découragement, projet personnel. Et puis là, ils avaient une ligne qui disait 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. La moyenne, c'était 0. Alors, un étudiant universitaire a une aversion spontanée à 0, de sorte qu'ils étaient obligés de se mettre soit d'un bord, soit de l'autre. Et puis, ça me donnait des auto-évaluations. J'avais jamais, tu sais, souvent l'auto-évaluation, les gens se mettent une bonne note. Non, c'était varié, puis même qu'il y avait des étudiants qui s'évaluaient tellement sévèrement que j'étais obligée de remonter leurs notes pour ne pas les faire couler. Mais ça, j'étais très fière de tout ça parce que j'avais réussi à les rejoindre, Alors voilà, je dirais donc, pour répondre à la question initiale qu'on a peut-être oubliée depuis, oui, mon enseignement a beaucoup changé dès la première année où je suis entrée à l'université. Et par la suite, j'ai essayé de nourrir cette interrogation que j'avais en m'adaptant aux objectifs spécifiques de chacun des cours que je donnais. Mais on se rend bien compte que l'évolution de vos perceptions de l'enseignement de l'apprentissage ont modifié votre rôle de professeur. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que le rôle de professeur en général là, à l'université, dans le monde universitaire, a changé depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, par exemple? Oui, oui, certainement, le rôle a changé. Il n'a pas changé également, à mon avis, je ne connais pas toutes les facultés, mais dans toutes les facultés. Je crois que dans quelques facultés, on continue d'avoir un professeur qui parle en avant, qui prépare un examen, qui corrige les examens, etc. Mais dans beaucoup de cours, je pense que les professeurs ont découvert que ce n'était pas eux la personne ressource, que la vraie personne ressource d'un enseignement universitaire, c'est l'étudiant, c'est l'étudiante. Ce sont eux qui font les apprentissages. Et on aura beau être brillant, s'ils ne font pas les apprentissages, on a raté notre coup. Alors, je crois que de plus en plus de professeurs ont accepté cela. Je sais qu'on le fait d'une manière systématique en pédagogie, en sciences de l'éducation. On le fait aussi en psychologie. Je sais qu'on le fait probablement dans les cours de marketing et puis toutes ces choses-là où l'interaction est extrêmement importante. Et je pense que dans tous les cours où il y a des travaux de laboratoire, bien, l'étudiant en laboratoire est son propre agent d'apprentissage. Donc, le professeur, il est un agent entre la connaissance et l'étudiant qui doit se l'approprier. Alors, je pense que de plus en plus de professeurs qui ont compris ça. Et puis, le professeur se voit plus comme, par exemple, quelqu'un qui va pister sur les bons livres à lire, donner des outils de recherche, donner des bibliographies, prêter des livres, discuter avec les étudiants. Prêter des livres, ça, c'était ma spécialité. J'avais un système de prêt. Je me souviens d'un cours où j'avais prêté 248 livres. Puis c'était tous revenus parce que j'avais un très bon système. Je pense qu'il y a de plus en plus de professeurs qui ont compris cela et puis qui organisent dans leurs cours des activités qui permettent aux étudiants de mieux exprimer, de mieux s'approprier le savoir. Oui, oui. Je voudrais aborder avec vous un autre aspect. On parle souvent de culture générale et puis
il y a souvent deux positions par rapport à la place de la culture générale dans l'enseignement universitaire. Est-ce que, selon vous, la culture générale a sa place dans l'enseignement universitaire? Est-ce que c'est encore de mise? Puis ça ressemblerait à quoi, la culture générale, par exemple, dans les sciences humaines? Ou... Avant tout, je pense qu'il faudrait accepter que ce qu'on place sous le concept de culture générale change. Ce qu'on considérait comme culture générale, par exemple, dans les années 50, où moi j'étais à l'étude, cette formule-là ne peut plus être adaptée au début du 21e siècle. Ça n'a pas de bon sens. Les choses qu'on était obligé de savoir à ce moment-là, qui considéraient comme une espèce de chose là, incontournable qu'il faut savoir, bien, depuis ce temps-là, il s'est passé énormément de choses dans le monde. Et puis, entre autres, dans le domaine de... Je pense au cinéma, je pense aux disques, je pense aux découvertes scientifiques. Le bagage s'est tellement transformé qu'on ne peut pas penser que la culture générale, c'est une espèce de panier dans lequel on ajoute continuellement. Si on en ajoute, il faut en enlever. Alors, les gens qui par exemple, vont se scandaliser parce que les étudiants ne connaissent pas, je donne un exemple peut-être un peu stupide, les pièces de Corneille, bien, pour moi, ce n'est pas bien grave. Bon, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses plus importantes à savoir que la liste des pièces de Corneille, ou bien les fameuses dates. Les fameuses dates. Les étudiants ont dit qu'ils ne savent pas leurs dates. Mais là-dessus, je vais m'arrêter là-dessus sur la question des dates. Parce que c'était un de mes dadas comme historienne, les gens disent « Ah, c'est effrayant, les étudiants ne savent pas la date de la Confédération, par exemple, ils ne savent pas que... » Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais ces gens-là qui s'offusquent de cette ignorance, souvent seraient absolument incapables de dire 3 phrases intelligentes sur la date en question ou sur le personnage en question. Tu sais, les gens qui se scandalisent du fait que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que Jean Talon a été un grand intendant, ils pensent que c'est un marché ou une station de métro. Bon, bien moi, souvent, je les arrête, je dis « Oui, c'est vrai, mais dites-moi donc quelque chose d'intelligent sur Jean Talon. » Bien, tu sais son nom, mais ça s'arrête là. Mais c'est pas ça, la culture générale. La culture générale, c'est pas de l'encyclopédisme, c'est quelque chose de plus riche que ça. Je dois dire aussi que je remets en question beaucoup le caractère androcentrique de la culture générale. Parce que ce qu'on rentre dans la culture générale, c'est la pensée des philosophes, les grands écrivains qui sont des hommes, les philosophes qui sont des hommes, les découvertes scientifiques qui sont des hommes, les concepts qui sont masculins, etc. De sorte que la pensée des femmes, l'écriture des femmes, les idées des femmes n'apparaissent jamais dans cette culture générale. Tu sais, tu achètes un livre, Les idéologies. Puis là, tu achètes ça, 4 volumes. Il n'y a absolument rien sur le féminisme, qui est pourtant une idéologie majeure des 2 derniers siècles. Ou bien, tu achètes un livre sur la philosophie occidentale, et puis tu es chanceuse s'il y a un chapitre sur, par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle, la philosophe juive, Michel? Hannah Arendt. Merci, Michel. Tu sais, pourtant, aujourd'hui, les recherches féministes l'ont montré, il y a plein de choses qui existent. Et ça devrait faire partie de la culture générale. Et j'en profite pour dire qu'il y a plein de gens en ce moment qui vont à l'université, entre autres dans les sciences humaines, qui font des doctorats en psychologie, en éducation, en psychoéducation, en littérature, en philosophie, en sociologie, mettez-en. Et ils ont un doctorat et ils ignorent qu'il existe une perspective féministe dans toutes ces disciplines.
Alors ça, moi, c'est une chose que je regrette profondément et à mon avis, c'est un combat important. Il va falloir convaincre l'ensemble des professeurs d'université que la recherche féministe est aussi valide et aussi importante que celle des autres idéologies que l'on place dans les syllabus de cours. Je déplore aussi que, entre autres, dans le domaine des sciences humaines, l'esprit scientifique soit absent. Je trouve que trop de gens dans le domaine des sciences humaines qui disent « Oh, la chimie, la physique, les maths ». Non, à mon avis, l'esprit scientifique est tout aussi important. Et je déplore cette espèce de rupture qu'il y a entre les deux familles de sciences. Et je trouve que les emprunts de l'un à l'autre devraient être beaucoup plus grands. Je déplore aussi ce que j'appellerais les visières très étroites. Tu sais, là, je pense à un collègue de mon département. Des fois, ça m'arrivait, j'avais un problème. Je sortais dans le corridor, j'attrapais le premier professeur que je voyais, puis je disais « Hey, telle affaire, là, c'est quoi, là? » Puis j'en avais un qui me répondait tout le temps « Je ne sais pas, c'est pas ma période. » Puis là, je trouvais ça là, tellement, c'est vraiment, là, il va-tu étudier juste ce qui rentre dans sa période? Moi, j'aime ça que l'esprit soit ouvert. Et puis, voilà, je crois à la culture générale, mais dans un sens peut-être plus, à la fois, beaucoup plus large et moins encyclopédique que ce qu'on met habituellement sous ce nom-là. Donc, c'est quelque chose qui devrait faire partie d'une formation universitaire de quelqu'un qui serait bien formé. Quelles autres composantes devrait-on voir dans une formation universitaire là, de qualité? Je dois dire que je déplore beaucoup la spécialisation hâtive. Dans le monde anglo-saxon, le baccalauréat a une conception beaucoup plus élargie. Il y a seulement une petite minorité d'étudiants qui font le baccalauréat avec major, comme on appelle. Et puis, tous les étudiants qui arrivent à l'université, quelle que soit leur orientation professionnelle, doivent avoir des cours d'histoire, de philosophie, de littérature, donc ouvrir l'esprit, continuer, puis attendre un peu pour la spécialisation. Ici, avec la réforme que l'on a connue à la fin des années 60 et qui est toujours là, en ce moment, dans notre université, en tout cas, la très grande majorité des étudiants choisissent le baccalauréat spécialisé, sauf peut-être dans les programmes de formation de maître où ils sont obligés d'avoir 2 disciplines. On leur offre des cours optionnels, on les invite à aller suivre des cours dans d'autres départements, voire dans d'autres facultés. C'est vraiment rarissime. Je me souviens, une fois, j'ai eu une étudiante de biologie à mon cours d'histoire des femmes. Ça, c'est pas des choses qui arrivent souvent. Je sais que c'est une utopie de penser qu'il pourrait y avoir une année de formation générale pour tout le monde. Parce que, avec, je dirais, le caractère étroitement utilitaire que l'on accorde en ce moment à la formation universitaire, les étudiants rechignent à suivre un cours qui n'est pas immédiatement utilisable dans le travail qu'ils vont avoir à faire ou qu'ils pensent qu'ils vont avoir à faire un peu plus tard. Je sais que c'est une utopie, mais il reste que je pense que c'est une lacune. Je déplore le fait que, par exemple, dans la formation collégiale, je ne sais pas c'est qui le génie qui a décidé que, par exemple, les futurs avocats n'auraient pas droit à avoir des cours d'histoire obligatoires quand ils sont au cégep. Tu sais, l'histoire est une matière facultative au cégep. Il y a 15 % des étudiants qui choisissent l'histoire. 15 %, c'est très peu. La philosophie, tout le monde la suit. Tout le monde la suit de reculons.
c'est pas une matière qui est populaire. Je sais que les professeurs de cégep font des prouesses, des choses fantastiques pour essayer de convaincre les étudiants de l'intérêt de la philosophie. Pour moi, c'est un problème grave. Je sais qu'on ne pourra pas retourner à l'université du 19e siècle. Je ne veux pas qu'on retourne à cette université-là. Mais il reste que je trouve déplorable que les scientifiques aient si peu d'informations en sciences humaines et que vice-versa, et que la philosophie informe si peu les processus de connaissance. Et outre le contenu d'une formation universitaire de qualité, les caractéristiques d'une formation de qualité qui seraient données de façon à permettre à l'étudiant de jouer son rôle socialement. Est-ce que vous avez en tête des caractéristiques d'une telle formation? Bien, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question-là. Je trouve que, parce que, d'abord, les objectifs de chacun des programmes universitaires sont tellement différents. Quel est l'objectif d'un étudiant en marketing? Est-ce que cet objectif n'est pas antinomique avec l'objectif d'un étudiant en sociologie, qui est de décoder les jeux sociaux et pour exercer son esprit critique face à ça? Je ne sais pas si on pourrait, un bon ingénieur, on veut qu'il construise des ponts qui tiennent, on veut qu'il soit bon dans les affaires. C'est absolument indispensable, la compétence professionnelle. Le médecin, on veut qu'il ne se trompe pas de place quand il prend son bistouri puis qu'il coupe à quelque part. C'est bien certain. Mais en même temps, je pense que ça serait bien que si l'université était un lieu pour développer les rapports interpersonnels, avoir une démarche réflexive face aux rapports interpersonnels. Il y a tant de gens aujourd'hui, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, ils sont en interaction avec le public. Ils devraient apprendre ces choses-là. La même chose pour d'autres spécialités, les gens qui sont en position d'autorité, qui vont devenir cadres, la gestion de personnel. Moi, ça, le rapport interpersonnel, je trouve que ça devrait faire partie de la formation universitaire. Ça peut probablement s'étendre aussi aux capacités d'interagir en équipe ou, par exemple, utiliser sa capacité d'analyse pour... On parle beaucoup d'un agir citoyen. Là. Oui, sans doute. Et puis, en même temps, je dirais, l'université ne s'en vient pas former juste des robots qui vont exercer. Là, tu sais, là, être un citoyen responsable, bien, mon Dieu, bien, ça implique qu'on connaisse le système de gouvernement, qu'on comprenne la conjoncture internationale, qu'on soit capable d'intervenir à notre niveau familial, local, etc. Mais ça, c'est du rêve. Mais est-ce que vous avez l'impression que les universités actuellement auraient avantage à s'attarder et à réfléchir sur la mission enseignement? Oui, parce que depuis, je dirais, depuis un quart de siècle, c'est la fonction recherche qui occupe toute la place. Un professeur qui ne fait pas de recherche est, et je pèse mes mots, méprisé par ceux qui en font. Pourtant, un professeur qui ne fait pas de recherche comme telle, et entre autres de recherche subventionnée, mais moi, je connais beaucoup de professeurs qui font de la recherche, ils font une recherche personnelle, une recherche non subventionnée, et ça nourrit leur enseignement. Je sais qu'il y a des professeurs qui ont les mêmes notes de cours depuis 28 ans. Ils ont
dans le temps, à l'université, c'est un professeur qui a quitté depuis très longtemps. Je me souviens qu'il y avait un professeur qui distribuait ses polycopies au début de l'année, et puis il disait, vous remarquerez, il manque la page 16. Puis, depuis le temps, il aurait pu la refaire, sa page 16. Mais non, elle manquait, année après année, la page 16 manquait. Bien, là, ça, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de ça à l'université. Mais d'un autre côté, les professeurs qui sont uniquement dans la recherche, pour qui l'enseignement est une corvée, ça, là, moi, je me pose des grosses questions. Je ne sais pas comment on peut faire. Je sais que l'Université de Sherbrooke a développé des services au service des services d'aide là, pour les professeurs. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui font appel à vos services. Et je ne sais pas de quelle manière ça devrait se faire. Moi, je pense que les professeurs d'université auraient besoin d'une bonne dose d'humilité. Une bonne dose d'humilité pour bien comprendre que leur fonction vis-à-vis les étudiants, les étudiantes, c'est fondamental. Si les étudiants les trouvent plates, il manque le bateau. Si les étudiants, les étudiantes choisissent en cours juste parce que ce professeur-là met des bonnes notes, ça va monter ma moyenne cumulative. Il a raté son cours. Et puis, je pense que les professeurs d'université sont des gens difficiles à se remettre en question. Moi, je pense, je le dis là, sans fausse modestie, j'ai été un bon prof. Puis je pense que j'ai été un beau prof parce que la première année que je suis arrivée ici, j'ai accepté de me remettre en question de fond en comble. Là, j'ai été au bout de cette affaire-là, ce qui m'a permis d'être créative par rapport aux objectifs que je voyais. Je vais me permettre une dernière question. Est-ce que vous pensez que la multidisciplinarité peut être une avenue pour faire évoluer cette fonction enseignement-là? Multi, trans et compagnie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans un programme donné, ce que j'ai expérimenté pendant 29 ans, c'est quand les gens se battent pour les crédits. J'ai besoin de tant de crédits pour faire ceci. Puis si tu ajoutes des choses, il faut que tu enlèves des crédits. Un bac, c'est 90 crédits. Puis si on écoutait les doléances des professeurs d'un programme, on aurait besoin des fois de 150 crédits. Si en plus, il faut ajouter des choses multidisciplinaires ou interdisciplinaires, je ne sais pas. Ça aussi, à mon avis, en ce moment, ça fait partie d'une utopie. Mais une très belle utopie que j'espère qu'il pourrait se réaliser, disons, dans le prochain quart de siècle. Micheline Dumont, merci beaucoup. T'as pas prévu celle-là, excuse-moi.